Devant la bête qu'ils ont été chargés de tuer, un sanglier géant d'une espèce étrange, Licht est le seul membre de son groupe à être resté en vie, sans doute pour le plaisir de la bête. Ou alors, il n'avait pas encore eu le temps de tuer un guérisseur. La bête, au pelage noir, grogne de triomphe, observant le sang s'écouler des humains en armure, éparpillés sur le sol rocheux et sale de la grotte géante. Battus, meurtri, Battus, est maintenant mort. Il n'a rien retenu. Licht admet sa force, étant indemne pour le moment, mais cela ne durerait pas longtemps si ce rythme continuait. Il tend la main et, à partir de l'air, un minuscule éclat de lumière s'étend avec un grand mouvement en une rafale de lumière, chacune formant une ligne et une courbe qui se manifestent sous forme d'écriture, crépitant d'énergie alors qu'il prononce à haute voix la commande. Résurrection. Au début, rien ne change. Toujours le même air humide et pourri. Toujours les mêmes cadavres de ceux qu'il avait appelés à la fête il y a peu, les armes posées à côté des morts, jusqu'à ce qu'une de leurs mains commence à tressaillir. Les morts se relèvent de leur court voyage aux enfers. Le chevalier en armure se lève précipitamment, saisissant une épée au design horrible. J'en suis conscient. Toutes les armes sont sales, ne me jugez pas. Et de trancher la créature de sanglier en deux. Sa colonne vertébrale osseuse n'est d'aucune utilité pour la protection. Ils se retirent en ville une fois la quête accomplie. Heureux d'être à nouveau sous un ciel bleu, au lieu d'un donjon, mais encore plus heureux de tenir un gros sac d'or. Ils avaient reçu une énorme récompense, car l'une des bêtes chassées figurait sur leur liste de primes. Et comme toujours, ils la partageraient proprement entre eux quatre. Cette histoire semble assez saine jusqu'à présent. Où est le rebondissement, je me le demande. Messieurs les éditeurs, donnez-lui un coup de bâton. Voyez si ça fait quelque chose. Non? D'accord, c'est parti. Licht, c'est un nom bizarre, désolé si je l'ai mal prononcé, reçoit sa part de la prime, et il commence à parler de la facilité avec laquelle ils sont arrivés jusqu'ici, avec le garçon qui les ramène constamment de la tombe sanglante. Qu'est-ce que j'ai raté? Même si mourir est une expérience aussi désagréable qu'on pourrait l'imaginer, c'est mieux que de rester en bas. Alors que l'équipe le félicite et est très satisfaite de Licht, il est révélé qu'il avait peur qu'ils utilisent leur pouvoir à mauvais escient, qu'il ne les avait donc jamais vraiment révélés. La fille lui donne une petite tape dans le dos, tandis que le grand homme lui tapote l'épaule. Le chef du groupe, Alan, est lui aussi très content, a déclaré qu'il faisait entièrement confiance à Licht pour continuer à travailler. Verbatim, j'attends beaucoup de vous. Merci, Generic Manual Leader Class Number 9000. Très vite, ils sont capables de vaincre des monstres de toutes sortes, sans l'aide d'une résurrection, bien qu'ils gardent Licht dans les parages parce qu'il est utile. Après être devenus des aventuriers de niveau S, la prochaine grande quête qui leur a été confiée a consisté à enquêter sur un petit sanctuaire. Mais c'est ici que l'histoire démarre vraiment. En effet, il a été trahi par l'humanité. Son don de résurrection pourrait ramener les démons. Et son équipe, si fidèle et digne de confiance, l'a conduit dans un piège. Les chevaliers le tuent de sang-froid. Ils le poignardent en pleine poitrine et le poussent du haut d'une falaise forestière. Dois-je vraiment vous raconter ce qui se passe ensuite? Oui, je ne pense pas. Gar Captain Obvious avait négligé d'envisager la possibilité que le pouvoir de Licht puisse s'auto-activer. Appelez Godzilla si vous connaissez cet animé. Personne n'est au courant puisqu'ils l'ont cru mort après l'avoir fait tomber d'une falaise en Skyriming. À la manière de Buzz Roda, ils se demandent comment se venger, et lequel d'entre eux a informé le royaume de sa capacité de résurrection, mais il conclut qu'il devrait probablement partir avant le coucher du soleil. Même s'il ne peut être tué, cela n'empêchera pas la douleur d'un estomac qui gronde ni la peur des créatures des bois. Trahi par le royaume avec lequel il travaillait, Licht se rend le plus loin possible vers l'océan. Ils atteignent la côte en quelques jours, ou peut-être en quelques heures, on ne sait pas exactement, mais ce qui est clair, c'est son objectif. S'ils découvrent que le type qu'ils ont rayé de la surface de la Terre a fait un doigt d'honneur éthéré, on ne sait pas quelle force ils enverront pour rectifier le problème. Le rapport entre les humains et les démons dans ce pays imaginaire est d'environ 1 pour 7. Un calcul qui, j'en suis sûr, plaira aux amateurs d'enfer et de crêpes au chocolat dans les commentaires. Licht avait entendu dire que dans les environs de la zone qu'il cherchait, il y avait un donjon plutôt douteux qui serait un bon endroit pour obtenir une aide décente. Aucune créature intelligente ne refuserait ses compétences. Il était venu ici sur un coup de tête et une source peu crédible, s'aventurant dans la forêt complètement seul et incapable de faire grand-chose sans un groupe. C'était tout ce qu'il pouvait faire pour rester en vie dans la forêt. Mais en fin de compte, ce n'était qu'un faux rêve. Rumeur. Licht s'effondre sur ses genoux tremblants, tombant sur le sol avec une rage croissante, tandis que les eaux calmes de l'océan glissent à l'horizon dans des étoiles éblouissantes, qui semblent toutes rire. Dans un accès de colère, il ramasse une pierre et la lance sur un rocher proche qui émerge de l'eau. Il baisse la tête, honteux, lorsque la pierre percute quelque chose qui n'a pas l'air d'avoir heurté un rocher. C'était du métal solide? Une illusion recouvrant une sorte de porte métallique extrêmement ornée, dont le noir et blanc ne rend probablement pas justice. Se jetant dans l'océan pour une petite traversée de l'Atlantique, espérons-le sans iceberg, il se tient debout devant la porte agenouillée qui tire presque sur son corps. L'ancien couloir descend plus bas que la lumière, et c'est un miracle qu'il puisse voir sans lanterne ni lampe d'aucune sorte. Cohérence? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi qu'il en soit, il fait un grand geste cérébral et lance un sort de résurrection au milieu du vaste donjon. Le sol gronde d'une profonde résonance harmonique, tandis que la magie se déverse dans le sol sous lui. S'infiltre comme un courant de foudre bourdonnant pour nourrir les âmes affamées qui souhaitent récupérer leur corps. On dirait que
Son âme est aspirée, son cerveau fond, et hey, attention, les yeux sur l'écran, parce qu'il y a maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 waifus à choisir. S'il vous plaît, gardez votre excitation pour la fin de la vidéo. Dims et Editor-san ont préparé leur batte. Voyons à quel point ce groupe de démons est illégal. Nous avons 3 sucettes, une maman, une gothique victorienne, qui doit être une vampire. D'accord. On est encore au fin fond du pays des BS. Le chef, Mao-sama, et le petit aux cheveux longs. Madame God fait remarquer que c'est le seul homme ici, et que c'est donc lui qui les a ramenés à la vie. Licht est visiblement ébranlé à leur vue, et fixe Mao d'un œil craintif à travers ses cheveux. Meo renvoie rapidement les autres à leur poste de garde, et leur demande de tenir tout le monde à l'écart de cet endroit pendant qu'elle discute avec Licht. Une fois que les assistants ont quitté la pièce, il devient évident qu'elle est de loin la chose la plus forte qu'il ait jamais vue. La pression qui se dégage d'elle est à la fois suffocante et écrasante. Elle veut savoir comment ils ont été ramenés à la vie, car ils étaient morts depuis une centaine d'années. Et même un nécromancien serait incapable de ramener quelqu'un sans cadavre. Une fois qu'il est clair qu'il ne représente pas une menace, cependant, Mao s'ouvre un peu plus et lui demande s'il aimerait rejoindre leur cause. Il a l'air d'avoir des problèmes, et c'est le moins qu'elle puisse faire. Mao lui souhaite la bienvenue dans l'armée du Seigneur Démon et se présente. En tant que Seigneur des Démons. Oh, et son vrai nom est Arya. Mao est en fait son titre, qui signifie Seigneur des Démons. Licht se présente plus simplement qu'une tranche de pain, et Arya le remercie pour son aide. L'enfant est curieux de connaître les autres, dont sa majesté explique qu'il s'agit de ses fidèles serviteurs. Il serait également reconnaissant pour le renouveau, mais ses lits de terre n'étaient pas confortables. Comme ils sont dignes de confiance, chacun d'entre eux doit posséder une puissance considérable, suffisante pour dominer une équipe entière s'ils servaient directement le Seigneur Démon. Leur première tâche consiste à reconstruire Dystopia, le donjon poussiéreux dans lequel ils se trouvent. Au moins, le plan n'a pas changé depuis 100 ans qu'ils sont décédés. Il portait également un autre nom à l'époque de sa splendeur. Le tueur d'aventuriers. Cet endroit a été construit pour durer. Il leur servira de nouveau de maison. Licht demande ce qu'il peut faire pour aider, mais elle rit et lui donne une tape dans le dos. Ne sois pas stupide, pourquoi me donnerais-je la peine de t'envoyer au combat? Ils apprécient sa capacité au plus haut point puisqu'elle est unique en son genre. Le pouvoir du protagoniste, baby. Ils ont même trouvé la personne idéale pour l'accompagner. Mais comme il le fait remarquer à la patronne, cet endroit est immense et ils sont les seuls à le gérer. Oui, au point qu'elle mentionne nonchalamment qu'ils n'ont même pas eu le temps de dormir. Arya lui laisse dédaigneusement le travail. Oui, je ne pense pas qu'elle soit très intelligente en dehors de la bataille. Et le pauvre Licht se contente de soupirer de frustration. Mais bon, c'est mieux que d'être dehors, là où le royaume pourrait le trouver. En se rendant dans la deuxième partie la plus profonde du donjon, l'étage juste au-dessus d'Arya, il trouve une des filles qui travaille dur à réarranger les livres. Elle s'appelle Varys, la gardienne de la salle de la mélancolie. Elle n'est pas humaine. Elle ne peut pas l'être si elle a été mise ici. Licht explique qu'il a reçu l'autorisation de la hiérarchie de voir ce qu'il peut faire pour réduire la charge de travail. Il est donc venu voir ce qu'il pouvait faire pour... Oh, elle est à genoux devant lui. Cette image serait vraiment suspecte en soi. Il s'avère qu'elle contrôle 5 zones distinctes du donjon en même temps. Ce qui rend sa situation encore plus difficile, c'est qu'elle garde la zone la plus proche d'Arya, donc la pression est vraiment forte quand il y a des intrus. Il n'y a pas grand-chose à faire pour réduire la charge de travail car Iris et Tissa gardent leur zone à 2. Ce doit être la maman Elphys et la fille qu'il appelait grande sœur. La seule option viable jusqu'à présent est d'installer des pièges à l'étage de Faris pour qu'elle ait moins à s'inquiéter. Ensuite, nous nous rendons au jardin primordial pour rendre visite à la paire susmentionnée. La grande sœur Tissa prend son thé tandis que la petite Iris annonce qu'elles ont un visiteur. Elles connaissent déjà son nom pour avoir entendu sa conversation avec Arya et supposent qu'il est venu évaluer la situation actuelle. C'est effectivement le cas, mais ses paroles semblent les rendre un peu nerveuses. Ils l'écoutent, et au bout d'un moment, Licht suggère qu'étant donné qu'ils travaillent actuellement en binôme, ce qui est injuste pour le reste du donjon, ils pourraient se séparer en contrôle séparé. Oui, non. Iris veut sa grande sœur tout le temps. De plus, elles sont plus efficaces lorsqu'elles travaillent ensemble, donc la séparation n'est pas une solution réaliste. Enfin, la gothique victorienne, Rosé, est un vampire qui contrôle la Batcave. S'il vous plaît, dites-moi qu'elle a nommé l'un d'entre eux Alfred. C'est sur elle que repose la plus grosse charge de travail, qui contrôle 7 zones individuelles. C'est alors qu'il est frappé de plein fouet. Il y avait une personne qui pouvait faire passer leurs problèmes de main-d'œuvre pour une plaisanterie, un nom que tous les aventuriers ont entendu au moins une fois, le légendaire nécromancien. Décidant d'emmener Forrest avec lui, Licht part à la recherche de cette personne. Les gardes de leur tombeau n'apprécient pas les intrus et attaquent à vue, visant à tuer Forrest en premier. Grosse erreur, car quelques instants après qu'il l'ait découpé, l'homme s'effondre, mort sur place comme son massacre. C'est terrifiant. Une fois Forrest revenu à la vie, elle s'approche de l'homme restant et... Editor-san, je ne suis pas sûr que nous puissions montrer cela. Inutile de dire qu'elle est ramenée à la vie et qu'ils se mettent à la recherche de la pierre tombale. Alors que les étoiles scintillent et que les grillons commencent à chanter, le bruit des pas s'arrête devant la pierre tombale qu'ils cherchaient. En lançant l'infâme résurrection, une poignée d'anneaux se libère du cercueil et s'en empare.
Son propriétaire demande un peu d'aide pour sortir. Boris et lui donnent le bon vieux coup de main, tout en dégageant les cailloux et la terre de la nécromancienne, qui respire maintenant. Une jeune fille plutôt jolie, qui semble tout droit sortie d'un modding de Skyrim. Oh, et pour ceux qui n'apprécient pas les blagues, je suis un peu obligé de les faire, alors bravo, vous pouvez poser votre arme, James. Quoi qu'il en soit, s'ils voulaient la ressusciter, ils auraient dû au moins la déterrer avant. Difficile de respirer dans un cercueil, j'imagine. Cette fois, ils vont droit au but. Ils l'ont ressuscité parce qu'ils voulaient un compagnon. Idéalement, pour utiliser son talent unique pour le titre éponyme. Elle fait ses preuves, devinant à juste titre que Faris n'est pas un humain. Elle demande ensuite comment ils ont pu la ramener à la vie sans la relation d'esclave qui accompagne normalement ce type de magie. Licht explique ses capacités, notamment le fait qu'il peut se ramener lui-même à la vie. Ils prennent ensuite leur tour et quittent le cimetière avant l'arrivée des renforts. De retour à Dystopia, Necro, comme je l'appellerai, se met au travail en faisant venir toute une équipe du Nether pour couvrir les zones qui ne sont pas gardées. Toutes les invocations ont été effectuées en 3 minutes environ. Necro obtient également une zone pour elle seule. Avec les nouveaux renforts, les autres peuvent relâcher leur vigilance, tandis que les esprits couvrent les zones les plus faibles et renforcent les anciennes failles de la défense. Elle n'avait jamais pensé qu'elle travaillerait sous les ordres du Seigneur des démons. Elle se demande aussi pourquoi un humain comme lui travaille avec des démons, ce que tout le monde aurait pu se demander vu l'armure qu'il porte et qui ressemble à une croix géante. Il ne peut plus retourner dans le monde des humains, puisqu'il, eh bien, n'y pensons pas. Puis nous revenons à Alan dans la capitale, la fille avec lui demandant s'ils ont trouvé un remplaçant pour Licht. Normalement, ils doivent se battre en première ligne tout en protégeant leur guérisseur, mais Licht était une exception à cette règle. Tous les guérisseurs étaient faibles. Mais comme il n'était pas dans la classe de soutien, il avait juste une compétence qui pouvait ramener les morts à la vie. Il était assez fort pour se tenir à leur côté et se sauver du danger. La jeune fille montre ici sa tendance psychopathe, en proclamant haut et fort qu'ils pouvaient toujours laisser le guérisseur derrière eux pour mourir comme avant. Ah oui, le médecin, toujours laissé pour mort. Il y a beaucoup de candidats qu'il doit trier, mais parmi eux se trouve une lettre directement destinée à Alan. Une demande d'enquête. Une demande d'enquête. Un donjon. Une immense puissance magique provenait de l'une des régions du bord de mer. Un endroit censé être abandonné depuis de nombreuses années. A priori, il ne serait pas difficile de s'y rendre, puisqu'il n'est pas très éloigné de l'endroit où il se trouve actuellement. Mais ce qui les fait vraiment tiquer, c'est l'argent de la récompense. Une somme rondelette de 500 000 pièces d'or. Ils n'ont pas d'autre choix que de l'accepter, hein. Merci Karma, belle. Divinité Eldritch? Oui, j'accepte. À Dystopia, peu de jours plus tard, Licht et Necro font le ménage dans sa chambre, et la femme reçoit une alerte de discorde de l'un de ses esprits qui lui signale que les humains commencent à se rapprocher de leur donjon. Ils explorent les abords de l'endroit et ont très clairement remarqué l'entrée révélée, mais ils s'en occuperont le moment venu. Attaquer maintenant attirerait l'attention de l'ennemi et l'amènerait directement à déclarer la guerre. Nous allons donc sauter à ce moment-là, où Alan et ses acolytes pénètrent dans le donjon et où le plan visant à les éliminer se concrétise. Pour aller droit au but, les aventuriers entrent dans leur première chambre et découvrent des dizaines, voire des centaines d'esprits qui se promènent librement dans la pièce, gardant l'entrée des salles sacrées d'Aria. Les aventuriers stupides sont déconcertés par leur nombre, et Alan demande si tout cela a été fait par un seul monstre. Oui, José, je n'ai jamais parlé d'un seul monstre. Il semblerait qu'ils aient affaire à 10 liches, ou, d'après la voix derrière eux, à un vampire. Alan a été téléporté instantanément loin de son équipe, sans même lui laisser le temps de cligner des yeux. Il se retrouve face à Rosé, qu'il pense être la propriétaire du donjon. Non, cette nana est bien plus effrayante, mais même si elle n'est pas Aria, elle est son adversaire du moment. Il est temps de mourir, humain mou. Levant son épée pour passer à l'offensive et laissant son corps grand ouvert, son épée disparaît au milieu de la frappe et se retrouve une fois de plus derrière lui. Rosé admet que la qualité n'est pas si mauvaise. Quel dommage qu'elle soit gaspillée pour une race comme la leur. Elle lui rend la lame en la lui jetant dans la main. Avec une expression assez ennuyée, mais lorsqu'on lui demande qui contrôle ses esprits, le nom de la liche vient surprendre Alan. Le gamin qu'il a vu se fait poignarder en pleine poitrine. Et vous n'avez pas pensé une seconde que Resurrect pouvait être autocasté? Il est moins bon qu'un tas de cailloux, celui-là. Il essaie de jouer les durs en lui demandant si elle pensait qu'évoquer un nom de son passé, le faire sursauter. Ce n'est pas tout à fait le soleil. De plus, vous avez déjà perdu. Les chauves-souris de Rosé l'ont paralysé avec leurs crocs et commencent à faire ce que les vampires font le mieux. Rosé ne pense pas pouvoir lui soutirer beaucoup de sang. Mais attendez, si elle les léchait sans cesse pour les ranimer, cela ne signifierait-il pas qu'elle n'aurait plus jamais faim? Nous vérifierons cette théorie plus tard. Des centaines de chauves-souris envahissent alors le type, toutes assoiffées de son sang humain sucré et succulent. Et les couloirs de Dystopia résonnent des cris d'aide et de douleur d'un aventurier indigne. Pendant ce temps, dans la zone forestière, Iruli se promène en essayant de comprendre où tout le monde est allé. Elle tombe sur Tissa et Iris et se lance dans la bataille une fois son ego suffisamment poussé. Mais lorsqu'un des petits lutins d'Iris entre dans son corps, elle est complètement paralysée. Un combat bien court, celui-là. Enfin, Rosé rencontre de nombreux esprits errants dans les profondeurs de l'obscurité. Des virelangues à foison, et tombe bientôt nez à nez avec l'adorable Necro. Il sort sa lame et se prépare à se battre pour sa vie, car la femme légendaire ne veut rien lui dire. Mais il est surpris par Licht qui entre dans la pièce à sa recherche.
Oh, quel joli nom! José ayant été surpris, les émotions de Licht s'éparpillent sur toute la longueur du donjon, et l'ancien coéquipier demande comment s'alignent les Flickery Fluffy volants, en glaissant. C'est vrai, mais il a été exécuté. Oui, je ne me répète pas, vous connaissez la chanson. Mais s'il est cela, ça veut dire qu'Alan devait être là aussi. Licht a vraiment envie de discuter avec ce garçon. Peut-être lui mettre la tête à l'envers avec quelques résurrections. Abus de pouvoir peut-être. Mais ce n'est pas comme si cet abruti n'avait pas abusé de son précieux guérisseur. José aimerait aussi savoir où il se trouve, car ils ont tous été séparés les uns des autres en un clin d'œil. C'est vrai, toute cette histoire de téléportation. Mais une question importante de Licht, alors que les bougies de ce piège magique qu'est le labyrinthe clignotent calmement, une question simple. Était-il au courant de l'ordre d'exécution que le royaume avait donné à son encontre? Un moment de silence avant qu'il ne réponde sans détour. Oui, je le savais. D'accord alors. Et quelle a été sa réaction face à une telle chose? Notre parti ne sera plus aussi fort, se dit-il. C'est tout à fait le genre de ce type. Il ne pense qu'à la force et à l'argent qu'elle lui rapporte. Quand José essaie de lui poser des questions, Licht, lui, fait un bras d'honneur et lui dit qu'il est aussi celui qui a ressuscité le seigneur des démons et ses serviteurs. L'homme panique et demande si Licht pense vraiment qu'il va s'en tirer. Une fois que le roi l'aura découvert, toute l'armée sera envoyée sur eux. Oui, c'est ça. Et c'est parti. Mon homme a dû se forger une colonne vertébrale au cours de cette dernière résurrection. Pour l'instant, José va tenter de se replier vers le royaume. Ses amis sont probablement déjà morts, et avertir la majesté de cet acte de trahison. Il lui suffit d'utiliser l'objet auquel il s'est accroché pour revenir à la surface. Deux esprits l'attaquent alors sous la direction de Dorothy, mais José en profite et, à mi-chemin de l'attaque, il brise l'orbe contre le sol pour s'emparer de l'objet. Il brise l'orbe contre le sol pour dire à un Yeet de rentrer chez lui. Pouf, mon homme est parti. Il va mourir parce qu'il est allé directement dans la chambre de Forrest. Une barrière d'interférence l'a fait descendre au lieu de monter. En sortant son arme pour attaquer la fille, il l'a coupée en plusieurs endroits. Je laisse à l'éditeur Sang le soin de montrer. Elle s'effondre sur le sol, se vidant de son sang. C'est alors que la malédiction du miroir se déclenche. Le roi est alerté que toutes les communications qu'il a eues avec les aventuriers dans le cadre de l'enquête sur le donjon spécial ont été coupées. Oui, si seulement vous saviez. Compte tenu de la nature de l'endroit, ils doivent s'attendre au pire. Mais la question qu'il se pose, et à laquelle il est urgent de répondre, est de savoir dans combien de temps les monstres deviendront une menace pour l'existence de l'humanité. Heureusement, son petit bras droit semble être celui qui a le plan. Il est temps d'informer les nations voisines de l'existence de ce donjon menaçant avant qu'il ne soit trop tard. Il commencerait les préparatifs d'urgence pour une excursion de type diplomatique, dans le but d'apporter des paroles pacifiques d'avertissement à ceux qui sont le plus menacés. Pendant ce temps, à Dystopia, Arya pense que la situation n'est pas très bonne pour eux en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle en a assez de manger toujours la même chose. Ah oui, les cellules cérébrales de Goku. Ils ne font que passer d'un récepteur à l'autre pour la nourriture, le combat et l'amitié. La seule personne ici à savoir cuisiner était Tissa, ce qui limitait le menu à ce qu'elle savait faire avec les ingrédients qu'il leur restait. Iris a essayé de cuisiner. Une fois, c'est le mot-clé. Mais Arya a peut-être une solution à leur petit problème, toute trouvée dans le petit cerveau qu'elle a entre les deux oreilles. Il suffit de sortir et de se faire des amis parmi les nations voisines. L'humanité va s'en sortir. Une sacrée surprise, hein? Cela leur assurerait une nouvelle source de nourriture, sans parler de nombreux travailleurs qualifiés. Puisque ce sont des elfes qu'ils vont d'abord rencontrer, il serait logique que Licht recrute Tissa et Iris pour cette mission. Non seulement elles font partie de la race, mais ce sont des hauts elfes, considérés comme supérieurs aux autres. Même si elles ne se montrent pas très amicales, leurs avis pourraient s'avérer utiles lors des négociations. Si leur mission réussit, ils obtiendront plus de viande et d'autres choses dans le garde-manger, ainsi que des chefs de qualité de la part des meilleurs dans le domaine. Iris fait la moue quand elle demande pourquoi ils ne lui ont pas simplement demandé de faire la cuisine. Et Tissa lui assure que c'est simplement parce qu'Arya est une gourmet. La cuisine d'Iris est délicieuse et, unique. Oui, c'est ça. Une sorte de poison unique peut-être. Leur mission consiste simplement à le suivre jusqu'au royaume des elfes tout en le protégeant. Rien de bien compliqué. Iris semble enthousiaste à l'idée de partir. Et lorsqu'ils arrivent au sol, Licht a la crise cardiaque de sa vie en voyant la bête légendaire géante Fenrir détenue comme animal de compagnie. Licht peut être tranquille, il ne mordra pas. C'est un chien bien dressé qui sait qu'il ne doit pas attaquer, bien qu'il ne soit pas sûr qu'il ait déjà mordu à l'hameçon. L'homme avant. Pas vraiment de quoi me mettre en confiance, madame. Une fois sur le dos, le garçon du renouveau admet que la vue est à couper le souffle. C'est une blague à la Keanu Reeves. Et les trois partent pour leur toute première aventure ensemble dans la nature sauvage des terres elfiques. Iris est un peu triste de devoir laisser Fenchan derrière elle alors qu'ils entrent dans le domaine. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui pourrait être évité. Oui, je me pisserais dessus si je voyais quelque chose de mythologique entrer dans ma maison avec 3 personnes devant. Mais les paroles de Tissa sont interrompues par quelque chose qui est transporté par les courants de vent et qui tourne autour des arbres. Un son que Licht n'est pas en mesure d'entendre. Un cri au loin qui continue d'appeler à l'aide. Leur ennemi, à ce qu'il semble, est une araignée géante. Une chose à laquelle on ne peut échapper une fois qu'elle est en chasse. Les 2 filles se précipitent dans les bois pour porter secours. Licht les suit de près. Elles arrivent trop tard. Une petite fille gît morte sur le sol, sur le point de l'engloutir pour de bon. Lorsque les héros arrivent, les hauts elfes n'ont pas le temps de s'occuper de ces ordures. Ils font glisser leur petit lutin dans la peau de la créature comme du beurre sur une nuit chaude.
et l'instant d'après, ils la font exploser. Putain de spammers collants. Vous n'avez pas vu ces foutues bombes. Il ne leur faut pas longtemps pour l'adapter à l'existence. Tandis que Licht s'efforce déjà de ramener cette fille à la vie. L'un d'entre eux est surpris de voir le mastodonte noir mort sur le ventre. Tissa fait sa spécialité et calme la petite fille en la serrant dans ses bras, ce qui va faire geler Iris, j'en suis sûr. Et la petite fille se frappe la tête contre le sol en remerciement de l'homme qui l'a ramenée. Ils demandent à la petite elfe de les emmener au royaume et de leur servir de guide. C'est ainsi que la petite fille s'appelle Lyrica. Licht, dont les yeux brillent d'un éclat presque éblouissant, se présente, ainsi que les deux autres, comme de grands elfes. La fillette commente leur beauté sans hésiter. Et ils sont conduits nonchalamment à travers la forêt jusqu'au royaume qu'ils recherchent tant. Comme on peut s'y attendre, ils vivent à l'intérieur des arbres et en dehors de la terre. Les rues sont actives et joyeuses, et l'ombre ne manque pas. Cependant, les trois s'attirent de nombreux regards, en particulier celui des deux belles jumelles que les elfes reluquent pour leur nature. Je suppose qu'on ne voit pas tous les jours des gens comme eux, et encore moins deux d'entre eux au même endroit. Lyrica court ensuite vers eux et informe le groupe que la princesse les verrait maintenant. Ils ne se perdront pas cette fois-ci, parce que c'était un chemin en ligne droite vers l'endroit où elle se trouvait, mais Lyrica viendrait avec eux de toute façon. La petite Iris semble un peu jalouse des arbres du royaume, et aimerait en avoir un dans les murs de Dystopia. Et ce serait effectivement bien d'en avoir un. Il devrait peut-être demander à Rosé si c'est possible. Hé, tu vas faire une dépression à cette fille. Mais si l'on met de côté toutes les blagues, y compris les miennes, je les bénirai un peu dans les commentaires. Iris devra bien se comporter devant la princesse royale. Elle a beau être une grande alpha, elle n'en reste pas moins une enfant. Entre Tissa et la princesse, je me demande qui serait le plus respectable. Iris prouve qu'elle n'a rien compris. Pendant un moment, elle reste dehors et s'entraîne jusqu'à ce que la jeune fille mette au point chaque partie de son numéro, en s'assurant qu'elle sait exactement ce qu'elle doit dire si elle est interrogée. Tissa dorlote la fille une fois l'exercice terminé, et Lyrica se prépare à leur ouvrir la porte. La seule question est de savoir si elles seront en bon terme avec la princesse qui se trouve derrière ces portes. Si ce n'est pas le cas, Arya serait probablement en train de bouder dans son coin. Compte tenu des risques qu'ils prennent pour ce genre d'épreuve, ils n'auront d'autre choix que de revenir les mains pleines de bénéfices. Elle s'incline devant eux, au milieu d'un vaste espace ouvert, et accueille le groupe de 3 personnes avec humilité. Elle s'excuse de ne pas avoir exprimé sa gratitude plus tôt, ne sachant même pas comment ils allaient remercier les héros qui ont éliminé la menace de cette araignée géante. Cela faisait longtemps qu'ils étaient en conflit avec elle, et qu'ils n'avaient aucun moyen de l'éliminer. Mais il semble que tout se soit bien passé. N'est-ce pas toujours le cas dans ces histoires? Il faut bien que les chapitres tournent. Elle ouvre la voie à la négociation, reconnaissant qu'ils ont des choses importantes à discuter avec ce royaume. Iris joue son rôle comme on le lui a appris. En expliquant qu'ils espèrent pouvoir emprunter les personnes les plus compétentes de ce royaume en échange de bijoux et d'armes en possession de Dystopia. Pour être juste, il y en a beaucoup qui accepteraient cette position, car ils sont curieux du monde extérieur. En échange, ils veulent être protégés des monstres qui rôdent dans leur forêt, comme l'araignée géante mentionnée plus haut, car leur peuple n'aime pas beaucoup la violence. Cela devrait être très simple pour des combattants comme eux. Une fois le marché conclu, la princesse accepte de renvoyer certains de leurs enfants en dystopie. Des enfants? D'accord. Et transmettre ses salutations à Arya-sama. Mais Arch, la princesse, n'a jamais été informée de son nom. Alors comment pourrait-elle le savoir? D'accord, vous savez quoi? Oubliez ça. Mon cerveau est fatigué et Jerry a besoin de faire plus de café. L'étape suivante consiste à forger une alliance avec les dragons. Pour cela, il emmène Rose avec lui dans le désert. Bizarre pour un vampire. Et les deux commencent à parler une fois qu'ils volent à travers le monde jusqu'à leur destination. Rose devrait vraiment faire une pause dans son travail de temps en temps. À l'origine, il était prévu qu'il aille là-bas tout seul. Mais elle s'est rapidement portée volontaire pour être son escorte. Non, pas de cette façon. Quoi qu'il en soit, tous deux glissaient grâce aux chauves-souris qui les portaient. Après un long moment de discussion et d'apprentissage, que Rose peut très bien sortir au soleil, car ce n'est pas une faiblesse, ils arrivent au village des dragons, et au loin, une jeune fille à la rivière sent la présence maléfique. Elle se retourne vers l'endroit d'où ils sont venus, tandis que les deux hommes continuent à ramasser quelque chose dans l'eau, son compagnon lui demandant quel est le problème. La jeune fille avait reçu de soudaines et très mauvaises ondes en provenance de la direction de leur village. Elles ont disparu en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Pour leur sécurité, ils devraient peut-être s'arrêter là et rentrer chez eux, loin des eaux bleues et scintillantes du village. Le lac, et ils doivent s'occuper de leur mère qui est de toute façon dans un état critique. Son état s'améliorera-t-il bientôt? Probablement pas, mais ils ne peuvent montrer aucun signe de faiblesse. Si, vous pouvez. Cela s'appelle être en vie. Ceux qui disent le contraire peuvent rencontrer le canon de mon double calibre 12. Quoi qu'il en soit, leur mère ayant changé de moins en moins ces derniers jours, il ne semblait pas qu'elle allait se rétablir de sitôt. Si les guérisseurs existent dans ce monde, personne n'a jamais entendu parler de quelqu'un ayant le pouvoir de guérir les maladies. Pendant ce temps, Rosé et Licht se promènent dans les environs pour essayer de trouver quelqu'un à qui ils pourraient parler afin de nouer des relations amicales. Appeler cela un village plutôt qu'un royaume est bien plus juste, car ces gens sont bien plus dispersés que les humains ne l'ont jamais été, et préfèrent vivre plus isolés que nous. Rosé demande ce qu'ils doivent faire ensuite et si une invasion est envisagée, mais ce n'est pas le cas. Le mieux est de trouver un dragon solitaire avec qui discuter, car 2 ou plus pourraient être hostiles et se lancer directement dans la bataille, ruinant toute chance de relations amicales. Rosé en repère 2 devant elle.
Rosé en aperçoit deux, les mêmes qui viennent de rentrer de la pêche, et Licht a hâte d'aller leur parler. Ils se mettent donc en marche, sous la lumière crue du soleil. Ils ne semblent pas porter d'armes et il n'y a pas d'autres personnes dans les environs avec qui discuter. Ils ne semblent pas porter d'armes et il n'y a pas d'autres personnes dans les parages avec qui discuter, alors ces deux-là devront faire l'affaire. Bonsoir, commence-t-il. Kane, le frère semble-t-il, reçoit l'ordre de rester sur ses gardes face au groupe qui s'approche d'eux. L'homme est bien humain, mais la femme derrière lui ne l'est manifestement pas. Une sorte de présence inquiétante se dégage d'elle comme une torche à plasma. Immédiatement agressif avec cette formulation, Kane fait comprendre que ces deux-là ne sont pas les bienvenus ici. Mais avant que Licht et Rosé ne soient renvoyés, il soulève la précieuse épée d'Arya, une arme personnelle qui leur a été donnée en guise de monnaie d'échange. Les jumeaux dragons sont à la fois très surpris et très impressionnés par la qualité de l'ouvrage, à tel point qu'ils pensent même que Licht pourrait avoir sur lui un médicament capable de guérir leur mère. Rosé n'a rien d'autre qu'une gousse d'ail sur elle, et Licht a la bonne idée de leur demander pourquoi ils auraient besoin de ce médicament. Kane explique la situation en quelques mots, et Monsieur Protagoniste a une nouvelle idée de la façon dont il peut la guérir. Pouvez-vous deviner, je me le demande, mais s'il possédait vraiment une telle capacité à guérir les gens de leurs maux, il prouverait qu'il est un grand guérisseur. Il s'agit ici et maintenant de gagner leur confiance. Il sort le vieux cercle magique que nous connaissons tous, et le lance sur les poissons qui sont morts depuis longtemps dans leur panier. La femme dragon, Lalka, tombe à genoux, affirmant qu'il est leur sauveur. N'allez pas trop vite en besogne. En emmenant Licht et Rose chez eux, dans une hutte, 3 autres dragons attendent avec la femme dans son lit. 2 d'entre eux sont des hommes plus jeunes, assez forts et d'apparence plus raffinée. Le 3e est un homme vieillissant aux cheveux blancs qui semble plongé dans une profonde dépression. Le jeune homme revenant avec 2 humains à sa suite, les autres se méfient un peu des nouveaux venus. Lorsqu'on leur explique qu'il peut les guérir, la tension retombe un peu. Mais la question est de savoir comment. La résurrection ne fonctionne que sur une cible morte. Et il se trouve que vous avez un vampire juste derrière vous. Rose fait son travail et l'ancienne femme meurt dans son lit, ramenée à la pleine santé par le sort. Elle se réveille en sursaut de sa sieste dans l'au-delà et tout le monde est choqué, sans jeu de mots, que Licht ait pu faire quelque chose d'aussi rapide. Les enfants sont très heureux. Leur mère plus âgée pleure de joie, et enfin Licht. Licht a l'occasion de leur montrer toutes les armes de qualité qu'ils veulent reproduire. Ils fourniront les matières premières et laisseront le sale boulot à ceux qui savent le mieux le faire. C'est une façon un peu générique de présenter les parties de l'Alliance dans cette histoire, mais c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. De l'autre côté de la vaste terre sur laquelle repose Dystopia, quelque chose se précipite vers sa porte métallique tout en repoussant les vagues de l'océan. Une explosion gargantuesque ébranle les fondations de leur maison, alertant la plupart de ceux qui ne dorment pas de l'imminence d'un malheur à venir. En bas, Dorothy et Licht procèdent à une inspection de routine des esprits et des étages supérieurs pour s'assurer que tout est en ordre. Ils discutent sur leur lieu de travail des alliances jumelles que Licht a réussi à former, et il admet que l'aide apportée aux dragons était un pur hasard. Au moins, il en est conscient. Mais pour tout le travail qu'ils ont accompli, Arya semble décidée à mettre en place son plan d'action. Se lancer dans le monde extérieur depuis peu. Se sentir mignonne pourrait dominer le monde plus tard. Non, probablement pas. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qui s'est passé, mais quelque chose d'horrible s'est produit il y a 100 ans et elle en a peut-être tiré une leçon. Mais lui poser des questions à ce sujet est pratiquement tabou. Dorothy a essayé de l'interroger, mais Arya s'est mise en colère et a fermé la porte. Dans sa chambre pour la journée. C'est peut-être pour cette raison qu'elle cherche à augmenter leur puissance militaire cette fois-ci. Ne pas faire 2 fois la même erreur. En parlant d'armée, il semblerait que le roi de l'humanité ait un tour dans son sac. Un as proverbial dont personne ne sait rien. Mais en passant dans les couloirs, Licht et Dorothy sont accueillis par Rose qui leur dit qu'Arya les a tous convoqués dans la salle du trône pour une réunion. Le seigneur des démons de l'Est commence à se battre avec eux, ce qui risque de tourner au vinaigre. En descendant, nous trouvons une Arya très ennuyée sur son trône, et les membres de la salle se regardent prudemment en se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Au milieu du silence oppressant, Faris dit qu'ils s'inquiétaient tous pour elle à présent, et la reine prend enfin la parole. Elle avait pensé que, la race des démons, devrait unir leurs forces contre les maux que l'humanité apporte au monde. Un ennemi commun que tous, même certains de leur propre espèce, semblaient haïr au plus haut point. Il avait réagi en lançant un sort depuis son château jusqu'à la porte de Dystopia, la veille à minuit. Le bluffeur veut se battre. D'accord, mon frère, viens donc. Après de nombreux échanges d'informations, il apparaît clairement que le seigneur démon Garga n'appréciait guère son prédécesseur. Retour des ancêtres. Pour les besoins de la bataille, Arya l'associe à Licht et envoie tout le monde au loin pour mettre le plan à exécution. Outre le fait que Rose est une idiote qui veut les faire tomber dans l'oubli, la théorie de travail est qu'ils seraient dans un combat déséquilibré avec ces types lors d'une collision frontale. Ils doivent donc prendre le risque d'utiliser une combinaison des esprits de Dorothy et des lutins de la jeune fille elfique en guise d'avant-garde. Rose utiliserait sa capacité de transmutation en un troupeau de chauves-souris pour contourner la sécurité. « Sors d'ici, imposteur ! Je te vois, rédacteur en chef, maudit troll !» et fournir des informations de l'autre côté de la ligne de feu. L'instant d'après, Licht et Faris s'échappent du château du Seigneur des démons, suivis par de nombreux petits lutins, sans doute pour monter la garde. Une énorme créature orange dotée d'une longue gueule se jette sur eux avec des griffes semblables à des ergues, arrachant un arbre de cette terre verdoyante. L'un des sprites d'Iris entre dans le corps de la créature. On le devine à ses cheveux courts, et un démoment TF2 plus tard, il pousse un cri d'agonie.
L'armée des démons est bien plus forte que tout ce que les humains peuvent espérer obtenir. S'il n'y avait pas ces lutins gardiens, ils seraient déjà au fond du gouffre. L'armée des démons occupe 70% de la masse continentale du monde, y compris la région orientale où il se trouve. La silhouette inquiétante du château lointain surplombe la ligne d'arbres à l'écorce pâle et aux feuilles sombres, sculptés en montagne par les vagues qui se détachent du sol. De nombreux aventuriers ont tenté d'explorer cette région, mais comme vous pouvez l'imaginer, aucun n'est revenu. Mais avec les distractions que Dorothy exerce grâce à son contrôle massif des esprits, ils pourraient en profiter pour envahir le château des démons et rapporter des informations à leur Arya. C'est alors que Lady Karma décide de devenir une chienne. Sparse est transpercé à la poitrine depuis quelque part dans le château lointain, son cœur et sa gorge encaissant le coup. Supposant que l'agresseur est également mort, Licht cherche d'autres dangers et, une fois la voie libre, ramène Sparse à la vie. Oh, maintenant la jolie fille dit Nano à chaque phrase, elle a oublié le bureau. Les deux hommes sortent dans la clairière, maintenant que les attaques ont cessé. L'ennemi étant probablement confus de savoir ce qui vient de tuer l'un des leurs à distance. Je considère que l'ennemi a peut-être forcé ses pouvoirs un peu trop tôt et a appris l'existence d'une carte maîtresse précieuse. S'il découvre sa compétence de rancune trop tôt, elle pourrait être réduite à néant. Tant qu'il ne tue pas Faris, tout va bien. À partir de ce moment-là, Faris devait rester près de lui autant qu'elle le pouvait. S'il pouvait la protéger intentionnellement, ils auraient encore une chance de se faire avoir. Bien sûr, il devient collant quand il dit ça, mais le MC étant le MC, il est complètement paumé. C'est des larmes d'ignorance, je le jure devant Dieu. Pendant ce temps, l'évaluation de Leek était correcte. Le tireur d'élite qui a tué Faris est mort de la même façon, ce qui a rendu leur chef un peu plus erratique. Attendez, c'est un fusil de sniper dans une histoire purement fantastique? D'accord. Oui, tu as raison, James, ce n'est qu'une histoire. C'est juste une histoire. Ahem. Il suppose que l'ennemi les a déjà infiltrés, et à cet égard, la façon dont cette fille est morte est bizarre. Aucune trace de meurtre dans cette pièce. Pas d'effraction ou d'entrée par effraction. Cette fille a été formée aux armes dans l'armée, elle n'est donc pas partie sans se battre. Ils ont intelligemment remarqué que la fille du sniper est morte de la même manière que sa cible, au moins. Il y a quelque chose qui cloche. La fille qui a trouvé la tireuse d'élite doit le signaler immédiatement au Seigneur des démons. Une fois que le commandant Liondover aura mis une raclée aux intrus, il faudra le rappeler. Il va devoir sortir la grande lame, l'épée du ressentiment, pour faire face à ces gens. Il va devoir sortir la grande lame, l'épée du ressentiment, pour s'occuper de ces gens. Pendant ce temps, Licht suppose que leur mission a réussi à franchir les défenses ennemies. C'est alors que le commandant apparaît devant eux, accompagné de deux enfants elfes. L'un porte un arc et l'autre une épée. Ils n'ont pas l'air d'être des esclaves. Il brandit la lame et frappe Licht, tandis que les deux autres l'encerclent pour commencer à s'occuper de Faris. Une flèche lui transperce la poitrine et le garçon la découpe, la tuant. Cela met en valeur ses capacités, mais si le lion les a vus, il n'en a pas pour longtemps, car du sang commence à suinter de ses yeux. Je laisse à l'éditeur Sandwither le soin de montrer cela. En résumé, les sprites d'Iris ont fait leur travail. Enfin, le seigneur des démons a été alerté de la présence des intrus. Depuis quelques jours, le seigneur démon de l'Est, Garga, s'ennuie à mourir. Il ne peut pas essayer de dominer le monde entier. C'est trop de travail pour lui. Il n'éprouve aucune joie à tourmenter ceux qui sont plus faibles que lui. Un aventurier occasionnel par-ci, un tas d'ennuis par-là. Mais une simple lettre d'Arya avait changé la donne. Une lettre demandant une coopération à grande échelle contre la race humaine. Leur ennemi mortel juré. Au lieu de la saluer officiellement, il avait lancé une attaque magique à travers le pays jusqu'à sa porte. Juste pour voir comment les choses se passeraient à la fin. Elle avait peut-être le potentiel d'être une compagne de jeu intéressante. Il lui rendit l'appareil en lui en envoyant une aussi puissante que la sienne, accompagnée d'un message le déclarant instantanément hostile. Une personne idéale comme celle-ci, l'adversaire parfait pour lui, ne se présentait qu'une fois par siècle. Et il se trouve que cette fille sait où il se trouve. Mais comme le demande la fille qui lui fait son rapport, que se passerait-il si le seigneur démon qu'il vient d'énerver s'avérait être le seigneur scellé d'il y a 100 ans? Il n'a aucune chance de gagner. C'est absurde. Cette entité a été vaincue jusqu'au fin fond de la terre. Oui, c'est ça. Mot-clé. A été. En parlant de combat, la fille devrait probablement aller se cacher si elle ne veut pas mourir. Elle refuse, voulant se battre à ses côtés. Mais la question est de savoir ce qu'elle peut vraiment faire. La pauvre fille s'agite en silence et se demande ce qu'elle doit faire. L'écouter et s'enfuir, ou rester et défier les ordres? Mourir, apparemment. Les chauves-souris de Rosée s'abattent sur la jeune fille, et, plus vite que le seigneur des démons ne cligne des yeux, un vampire s'approche de lui. Les yeux morts, mais le visage attristé. Alors qu'elle avance en titubant, il se souvient de qui elle était. La gentille fille, avant de lui servir la pitié d'une mort rapide. Rose dit qu'une telle chose est horrible à faire, bien qu'elle ne soit pas du genre à parler de ce qui la dérange. Darga aurait préféré ignorer la présence de Rose et combattre Arya. Mais il y aurait au moins un peu de temps à tuer avec celle-ci. De plus, ce n'est pas comme si elle savait où se trouvait son maître, n'est-ce pas? Ces mots, comment oses-tu, disent tout ce que nous avons besoin de savoir. Le type lit dans ses pensées comme dans un livre ouvert, obligeant Rose à reculer et à l'attaquer encore et encore. Aucune d'entre elles n'atterrit, et lorsqu'il est assez proche, le type réussit à glisser son pied sous le talon de sa chaussure et à faire trébucher Rose. Elle tombe sur le sol froid tandis que Darga lui dit de libérer toute sa puissance. Il veut quelque chose de valable à combattre. Ce n'est pas un homme qui aime tourmenter les faibles, et elle était loin d'avoir atteint sa pleine puissance sous cette forme humanoïde pathétique. Si elle ne se donne pas à fond,
elle mourra dans cet état et le laissera tomber pour une raison aussi insignifiante et insignifiante. Il se lève de la conversation et dit d'une voix froide et glaciale « Très bien, tu gagnes » et se transforme en une sorte d'énorme chauve-souris loup. Il ne peut plus lire dans ses pensées car elle se déplace à l'instinct, mais sa force est suffisante pour lui arracher ce qui lui reste de vie. Coupant un des bras de Rosé, elle enlève au moins un des siens à son tour avant de se faire arracher les dents de la bouche. En lui trouant la poitrine pour terminer le combat, il admet que pendant le peu de temps où ils se sont battus, elle a été une ennemie assez méchante. Le cadavre de Rosé gît sur le sol de pierre, les marques sanglantes témoignant du traumatisme physique qu'elle vient de subir. C'est alors que, derrière lui, une voix étrangement familière se fait entendre. « Tu as l'air de t'amuser, hein ?» Garga se retourne et la voilà dans toute sa splendeur Loli, le seigneur démon Arya prêt à le déchirer membre par membre. Se demandant d'où elle pouvait bien sortir de nulle part, Arya observait le combat entre eux depuis que Garga avait commencé à flirter avec Rosé. Même le grand seigneur des mondes des temps passés n'avait pu résister à la tension qui régnait entre eux, aussi s'était-elle contentée de regarder. Tout ce que Garga doit faire, c'est utiliser le bras qui lui reste. J'ai hâte de voir quels seront les pouvoirs d'Arya. Mais non seulement il peut obtenir son nom à partir de l'esprit d'un seigneur démon, mais il peut aussi obtenir son nom à partir de l'esprit d'un seigneur démon. En lisant, il peut aussi voir que le seigneur démon Chibi lui en veut encore pour l'attaque de sa dystopie. Elle devrait peut-être se détendre un peu plus. Arya est curieuse de cette idée. Et pendant que Garga réfléchit à des choses que je n'arrive pas à comprendre, ou peut-être que l'écriture est mauvaise, elle lui dit qu'il devrait récupérer tranquillement son bras à l'aide de la magie de guérison avant de passer à l'attaque. Car elle sait qu'il en a. Il est impossible que quelqu'un comme lui n'en ait pas. Il n'est pas assez barbare pour le combattre alors qu'il est désavantagé. Se ressaisissant, Garga lève sa lame pour frapper et déplace tout son corps vers le bas pour trancher Arya en deux. Mais l'ancienne prédécesseur a une lueur dans les yeux et utilise la manipulation spatiale pour ralentir le mouvement et éviter sa lame. Elle peut contrôler... Ok. Maintenant je comprends pourquoi les gens ont peur. Garga est aussi stupéfait que moi lorsque j'ai découvert Raid Shadow Legends, le MMO... Ok, désolé, non. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un sujet sur cette chaîne. Mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout ici. C'est comme si un miel collant ou autre enveloppait ses membres, rendant les mouvements lents et ardus. Qu'est-ce qu'il y a à Dune? Perdre le nom, mon pote. Manipulation spatiale. Cette pièce lui appartient en ce moment. Et pour le prouver, elle lui étouffe le doigt sans même y penser. L'intention de le faire restait dans l'air, mais seulement après que l'attaque ait déjà eu lieu. Il n'eut pas le temps de contrer l'attaque ni d'esquiver quoi que ce soit, car il ne l'aurait jamais vu venir. Elle l'a évité par la seule vue, prouvant une incroyable vision de type cinétique. Pour le dire simplement, rien dans cette pièce ne se déplace dans les paramètres de sa vitesse habituelle, sauf elle. Il est effectivement au ralenti. Pour pouvoir se battre à fond, il faudrait qu'il trouve un moyen de s'en sortir et d'aller à l'extérieur, là où elle n'aurait pas d'autre choix que de l'affronter en 1 contre 1. Mais c'est demander l'impossible. Dès qu'il a le dos tourné, il est mort sur place. La seule façon de s'en sortir est de la tuer ici et maintenant, ce qui, dans cet état, est impossible pour n'importe quelle partie, quelle que soit sa force. Mais malgré ses efforts, Arya devra. Les vampires se demandent où est passé le seigneur des démons de l'Est, se faisant dorloter par une Arya douce et maternelle, simplement heureuse de revoir son vieil ami en vie. Après la défaite de leur premier véritable ennemi, Arya annonce qu'ils organiseront une fête le soir même pour commémorer la victoire de leur guerre éphémère. Dans le royaume humain, les choses commencent à se gâter car les elfes et les Dragonkin n'ont pas répondu à leurs appels. La seule autre option qui s'offre à eux est de contacter le royaume de Rata et de commencer à obtenir des renforts du seul autre royaume humain des environs. Après un certain temps, Arya demande à Licht si elle veut l'accompagner au royaume des humains. Répétez s'il vous plaît. Il connaît un endroit très intéressant dans le royaume humain et se demandait s'il voulait l'accompagner pour le voir. Il voudrait bien l'accompagner si ce n'était pas dans l'endroit qu'il a dû fuir. Oh, non. Ne vous inquiétez pas, elle n'ira pas là-bas. L'endroit qu'elle vise est le royaume de Rata. Licht se souvient de ce nom. Et pourtant, j'ai essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec les aventuriers de la région. Mais j'ai échoué à chaque fois. Il y a eu beaucoup de discussions et de spéculations sur le fait que leurs gars étaient les meilleurs. Mais les bonnes informations à ce sujet étaient rares et très difficiles à trouver. Qu'est-ce qui avait pu attirer l'attention d'Arya sur ce point? Eh bien, juste pour être sûr, cet endroit est considéré comme un pays humain. Oui? Mais son ton n'en est pas si sûr. Insinue-t-elle que le pays est rempli de monstres? Eh bien, pour reprendre les mots d'Arya, c'est presque ça, mais ce n'est pas un cigare. Waouh, l'auteur et moi-même sommes surpris qu'elle utilise un langage aussi vieux jeu que celui-là. C'est une bonne attention aux détails pour un ancien démon. Les citoyens de cet endroit sont en effet tous des humains, mais leur reine était une démone. Elle ne dirige pas son pays d'une main de fer ou d'une botte d'acier, mais prend simplement la vie d'un humain pour vivre ses jours. En clair, un démon s'est adapté à la vie parmi les humains. Oui, et c'est ce qui donnait envie à Arya de le voir.
Cette reine n'était pas n'importe quel type de démon non plus. Arya l'attrape par le bras et les deux partent immédiatement. La femme s'envole dans le ciel comme si c'était du gâteau. Pendant ce temps, dans le royaume, la reine Byrne s'occupe de certains des devoirs de sa couronne, tandis que la servante Anna est fascinée par son apparence et son charme naturel. Elle se retire ensuite dans ses quartiers personnels pour se reposer et récupérer l'énergie perdue. Une fois laissée seule, elle tombe pratiquement dans son lit avec un élan, se déchargeant et évacuant le stress refoulé en agitant les membres. Tout ce qu'elle voulait, c'était vivre confortablement parmi les humains sans en assumer la responsabilité. Tout change en quelques secondes quand Arya et Leek surgissent de nulle part, juste derrière elle. Elle menace d'appeler les gardes, mais Arya lui révèle son identité de démon. Comment l'a-t-elle su? Eh bien, j'en suis presque sûr. Oui, ses yeux brillants et cette pression en disent long. Cela effraie suffisamment Byrne pour forcer sa transmutation en Kitsune? Oh oui, on a un QB les gars. Mais Byrne refuse toujours de croire l'histoire d'Arya selon laquelle elle est le grand seigneur démon. Et voilà, c'est parti. Vous voulez que je croie à un mensonge aussi minable et évident? En claquant des doigts après un bref avertissement, Leek explose juste à côté d'elle. Byrne est complètement désemparé et son cadavre tombe en arrière, mort sur place. La résurrection intervient une seconde plus tard et, pour la deuxième fois consécutive, Byrne est victime d'une crise cardiaque alors que Licht se relève de ce qui aurait certainement été sa tombe s'il n'avait pas possédé cette compétence. Si l'on ajoute à cela la soif de sang, la pression magique et la facilité à éliminer un humain, cette Kitsune Kawaii est d'un tout autre niveau que tous ceux qui respirent encore aujourd'hui. Anna vient frapper à la porte pour voir ce qu'il en est, mais elle est repoussée par quelques mots doux pour lui dire qu'il n'y a rien d'anormal. Byrne explique alors que tout ce qu'elle voulait, c'était vivre une vie paisible parmi les humains, mais qu'elle est devenue leur reine pour une raison étrange. Arya ne sait pas si elle est intelligente ou stupide, et ce n'est pas peu dire de la part d'une personne de la taille d'une valise à roulettes. En fin de compte, elle se voit promettre l'immortalité par la résurrection de Licht en échange de sa loyauté incontestable. Quelques moments mignons avec Anna plus tard incluent un brossage de cheveux et un bruit de monstre mignon. Quelques jours après l'établissement de relations amicales, un émissaire de l'autre pays humain arrive avec la ferme intention de parler à la reine Byrne. Elle avait rejeté les autres pays pour éviter que l'on découvre qu'elle était un démon et que l'on s'en serve contre elle. Mais il semble que le moment soit enfin venu de passer à l'action, qu'il était venu concerner les autres humains. Je les appellerai ainsi par commodité. Ils avaient découvert l'existence de Dystopia et souhaitèrent négocier des renforts avec les équipes d'aventuriers de grande qualité qui se trouvaient ici. Mais comme elle s'était rangée du côté d'Arya et de la bande, cela faisait des autres humains un pays ennemi qu'elle ne pouvait pas ignorer. Lorsqu'elle demande à son annonceur ce qu'il en pense, il déclare que même s'ils peuvent refuser l'aide, il serait peut-être plus sage de les écouter et de conquérir le donjon ensemble, car il s'agirait probablement d'une menace. En revanche, si elle rassemble tous les aventuriers de l'autre pays en organisant une rencontre avec Arya, le seigneur démon ne pourra que l'en féliciter davantage. Il décide de rencontrer l'émissaire en premier pour se faire une idée de la situation, bien qu'Anna soit un peu inquiète pour la sécurité de sa maîtresse dans cette affaire. Rencontrer un aventurier comme ça? Ne t'inquiète pas ma petite, ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est faible. Son plan actuel est donc de prendre le dub et d'envoyer tous les ennemis directement aux portes de la mort en faisant le ménage d'un seul coup. Lors de la rencontre avec l'émissaire, nous trouvons un homme avec une énorme cicatrice qui lui traverse le visage de gauche à droite. Guy, aventurier de rang déesse, est honoré de rencontrer l'insaisissable souverain de ce royaume. Mais c'est un royaume. Guy lui avoue qu'ils avaient déjà tenté de scruter le donjon et de poser des questions à la recherche de tout ce qui est hostile. Mais le groupe envoyé à l'intérieur n'a jamais été envoyé à l'extérieur, si elle comprend ce que je veux dire. Il a l'étrange intuition que si l'endroit est laissé à lui-même, il pourrait devenir une menace pour le monde entier avec suffisamment de temps de préparation. Et l'endroit a déjà fait le tour de la communauté des aventuriers comme un danger qu'il ne faut pas toucher, même avec une perche de 40 pieds. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est le niveau des personnes qu'ils ont envoyées dans cet endroit. Étant donné que 3 personnes de rang S ne sont pas revenues, il pourrait s'agir de la résidence d'un seigneur démoniaque pour quiconque regarde les petits caractères. Pour ajouter de l'huile sur le feu, il y a eu récemment une agitation dans le château du seigneur démon de l'Est. C'est incroyable. Il a presque tout compris au premier coup d'œil. Nous obtenons ensuite quelques informations sur le trésor caché que possède le royaume de Rasaga. Une lame dont le tranchant augmente au fur et à mesure que son utilisateur subit des dégâts. C'est ça? Si c'est ça ton atout, tu vas mourir d'une mort atroce, mon gars. Il se frappe la tête contre la table pour remercier la reine Byrne de sa généreuse coopération dans ses affaires difficiles. Son Altesse est un peu plus dédaigneuse de son comportement étrange au nom de la chevalerie. Quand prévoit-il d'envahir cet endroit mystérieux? Donjon en tant que tel. Ils ont déjà fait tout le travail de préparation de leur côté, c'est donc à elle de s'en charger. C'est bien pratique. Byrne lui ment carrément en lui disant qu'elle a besoin de temps pour informer la guilde des aventuriers avant de faire quoi que ce soit. En réalité, elle va faire son rapport à Arya-sama en profitant du temps gagné. Il lui promet de ne lui rapporter que les bonnes nouvelles et les progrès de la sortie, sans se douter de ce qui l'attend. Pendant ce temps, dans les étages de Dystopia, Licta est venue rendre visite à Dorothy pour partager les fruits qu'Iris et Tissa leur ont offerts en cadeau. Elle est heureuse de l'aider à les déguster, car aucun des deux ne peut finir le bol entier. L'amour n'est-il pas en train de fleurir un peu là-dedans? C'est vrai, il l'a ramené d'entre les morts. Ils s'assoient pour se régaler et commencent à se régaler de fruits. Ils commencent à bavarder de la façon dont les choses se sont calmées. Il n'y a plus grand-chose à faire.
Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'asseoir sans rien faire, puisque tout fonctionne comme sur des roulettes. Mais bon, c'est agréable de s'asseoir et de se détendre un peu dans ce calme. Tous ces combats peuvent vraiment fatiguer quelqu'un. Mais s'ils prennent trop de temps pour leur pause, tout le travail retombera sur Rose, ce qui rendra la tâche plus difficile pour l'avant, pour faire face à ses propres tâches. Son endurance est peut-être supérieure à celle d'un humain, mais elle n'est pas illimitée. Dorothy a essayé de lui parler et de lui proposer de l'aider à perdre un peu de poids, mais non. Madame Rose est une grande fille qui peut se débrouiller toute seule. Après un peu plus de cette charmante petite conversation entre ces deux-là, qui nous ennuierait tous jusqu'à l'endormissement, soudain, la porte est écartée et une Arya en extase entre en scène, proclamant que leur heure est venue. Les humains étaient sur le point de lancer un assaut sur Dystopia. Mais les choses allaient devenir très épicées en un clin d'œil. Dans la logique de la situation actuelle du royaume de Rosaga, Licht ne voit qu'une raison suicidaire. Arya confirme qu'il s'agit d'une force d'élite destinée à faire table rase du passé et à renvoyer tout ce qui est vivant dans le monde souterrain. S'ils sont vraiment aussi déterminés, Dystopia doit représenter pour eux une menace plus grande qu'on ne l'imaginait. Ce ne serait pas une grande surprise s'ils découvraient qui a été enterré ici par leur héros légendaire. Burn les a informés de l'arrivée de l'expédition et a affirmé que Rosaga essayait d'obtenir de bonnes conditions pour l'augmentation de la qualité nécessaire à cette expédition. Licht avait beau essayer, il n'arrivait pas à se détacher de ces choses. J'ai du mal à les appeler des personnes pour ce qu'elles ont fait. Il ne semble pas que Burn soit parti. Rien d'autre d'utile, comme une mesure de leur force ou de leur nombre. Arya s'est donc dit que Licht aurait peut-être quelque chose à leur proposer contre son ancien pays. Il n'a rien obtenu et elle se détourne aussitôt pour regarder Dorothy, oubliant qu'elle a vu cet endroit perdu il y a plus d'un siècle. Mais bon, pour l'instant, s'ils avaient une tactique de combat à essayer, c'était le moment idéal pour l'utiliser. Elle leur laissait le reste des préparatifs et allait se reposer afin d'être prête à mener le bon combat. Tout d'abord, il faut rassembler les troupes. Après quelques formalités et la distribution de tasses de café, ils se rendent à la Batcave, au nom créatif, où se trouve Rosé. Ils en viennent au fait. Tissa et Iris vont faire ce qu'elles ont toujours fait, s'occuper d'un grand nombre d'ennemis, tandis que Rosé recevrait des ordres directement d'Arya. Courir à travers le champ de bataille. Oh, d'accord. Alors, assassiner tout ce qui n'est pas l'un d'entre eux. Varys s'en tiendrait à Licht comme partenaire, ce qui rend Dorothy un peu jalouse. Les fleurs de l'amour fleurissent ici, et c'est ainsi que leur plan de match a été décidé. Isis se fait une beauté, réveillée par sa grande sœur Elfe, et elles partent toutes les deux. On dirait que la bataille a déjà commencé. Rose tient seule l'entrée de Dystopia, ce qui est un exploit impressionnant compte tenu de l'afflux d'humains sur les lieux de la bataille. Cela signifie que leur meilleur choix était de prendre les routes de flanc et de nettoyer les traînards. Iris ajoute nonchalamment l'effet de folie à ses sprites qui se dirigent vers l'entrée, ce qui fait perdre la tête aux gens comme des animaux enragés, de sorte que l'endroit est peut-être déjà un bain de sang. Mais l'un de ces lutins est mort, ce qui signifie qu'un combattant expérimenté doit être présent. Sur le front, dans la chaleur de la destruction et de la mort, de nombreuses personnes commencent à attaquer leurs amis et à abattre tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Rose écrase la résistance, ce qui amène les humains à la traiter de monstre. Oui, c'est un monstre. Qu'attendiez-vous d'un donjon? Des licornes et des fleurs? Enlevez vos lunettes de vision pyrotechnique, les gars. L'un des fous s'élance vers son allié le plus proche, l'épée levée, tentant de faire sauter sa garde en poussant un cri violent, ce qui lui vaut un coup de pied en plein dans l'estomac. Il a dû être infecté par le vampire, mais son état semble bien différent. Personne n'a jamais entendu parler d'un humain monstrueux devenant aussi agressif après s'être transformé, mais on ne peut pas nier les faits quand ils essaient de vous arracher le visage. Il poignarde son ancien ami dans la poitrine et le décapite ensuite. Une petite lumière s'échappe du cadavre et Rosé apparaît derrière le tueur. Il l'attaque immédiatement, la retenant autant qu'il le peut jusqu'à ce que des renforts arrivent. C'est du moins ce que Rosé pense dans un premier temps, mais aucun renfort ne se manifeste. Sa réaction en dit long. Ce type essaie d'être un vrai héros en retenant Rosé dans une clé de combat, mais comme vous pouvez l'imaginer en voyant le sprite glisser à travers son armure, ça ne dure pas très longtemps. Fixant Rosé avec des yeux écarquillés et bientôt mort, il tombe à genoux alors que la vie commence à disparaître de son visage. La couleur s'estompe, comme s'il y en avait beaucoup, et sa dernière vision est celle du vampire impertinent qui le regarde, presque par pitié. « Hé mon frère, il y a bien pire à voir avant de mourir !» Comme Licht s'y attendait, certains ont pénétré dans son couloir et fondent sur eux sans réfléchir, à travers le musc de l'obscurité faiblement éclairée. Ils allaient les affronter de front et tenter de remporter quelques victoires, mais Licht pouvait-il vraiment les affronter à armes égales? Il était un ancien aventurier de rang S, alors oui. Tant que ses adversaires ne sont que des humains ordinaires, il peut gagner sans hésiter. Mais celui qu'il allait affronter n'était pas n'importe quel type, c'est G-Man. Geet, un autre S-rank. Oh non! En combat direct, il serait vraiment pénible à abattre. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'espère qu'il s'attaquera d'abord à Forrest. Ce type est tellement légendaire, non seulement parce qu'il est l'un des meilleurs S-rank actuels, mais aussi parce qu'il est le bras droit du roi de Rizaga. Le titre honorable qu'il détient sur les autres n'a été donné qu'à 3 personnes dans toute l'histoire de leur nation. Si ce type est un requin, Licht n'est rien d'autre qu'un bar dans l'eau. Comme si vous vous souveniez de ce manoir d'horreur. Forrest est sommé de faire son devoir et elle acquiesce, commençant à s'approcher de Geet sans la moindre arme ni la moindre animosité détectable. Il ne va donc pas s'en prendre à la fille? C'est reparti pour un tour avec la vieille routine de la chevalerie. Mais sans perdre de temps, elle arrache le couteau de sa courroie de jambe et le charge, visant le cœur en guise de feinte tout en s'attaquant à son arme.
Ouais, il ne va pas se laisser avoir par un simple tour de passe-passe comme celui-là. Très bonne tactique cependant. Il réussit à la plaquer au sol alors que l'épée est déjà sortie. Ne prenez pas ça hors contexte, je le jure devant Dieu. Il est déçu qu'elle soit si faible par rapport à ce qu'il s'attendait à voir se battre. Licht est sa prochaine cible. Il s'agit d'essayer de résoudre ce problème avec un peu de civilité. Gate demande quel est leur plan d'action, mais se fait lapider par le gamin qu'il reconnaît de quelque part. Licht tente la même chose, mais se fait démasquer tout aussi facilement et s'attache à côté de Faris. Gate le poignarde alors dans l'épaule, lui demandant où il est et pourquoi il reconnaît Licht en particulier. Les réponses ne viennent jamais, car le garçon fait intelligemment semblant d'être assommé par la douleur. Lorsque Gate s'en rend compte, son attention se porte immédiatement sur Faris, qui n'a pas dit un mot depuis qu'il l'a capturé. C'est alors qu'une chose terrifiante se produit. Pensant que Faris répondrait à ses questions pour éviter la douleur, elle ne lui répond même pas. Elle a peut-être perdu la tête à cause du stress. Gate l'attrape par la frange et lui soulève la tête. Il la regarde droit dans les yeux, et ce qu'il voit le marque à jamais. Ce regard a quelque chose de maudit. Il lui hurle de la laisser partir s'il veut vivre. C'est suffisant pour lui donner des frissons et le forcer à lâcher prise. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre à cette horreur de petite fille, la porte est enfoncée et Rosé voit ce qui arrive à ses amis. Le vampire supprime le S-rank d'un seul coup de pied, l'électrocutant. Rosé est alors priée de partir. Il les détache et elle commence à le faire tout en pleurant comme un bébé pleurnichard qu'elle était trop lente et en se désolant de la blessure de Licht à cause de son manque. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche, ma belle. Il détache également Faris qui est triste de ne pas pouvoir être utile. Mais pour être tout à fait juste, Licht n'a pas pu l'être non plus. Les deux filles s'extasient devant lui, inquiètes de la blessure à l'épaule qui risque de s'envenimer. Rose le prend donc sur son dos et elle se dirige vers la chambre de Faris pour le soigner. Les chauves-souris commencent également à informer Rose que les traces des humains qui ont pénétré dans cet enfer ont complètement disparu. La raison en est très simple. Elles ont réveillé Arya. Elle déambule dans un couloir de cadavres. Le seigneur des démons regagnant ses quartiers sans encombre grâce à l'aide qu'elle a reçue d'Iris et de Tissa. Arya leur a accordé des jours de congé pour leur participation à la victoire contre l'humanité et tout le monde peut enfin se détendre et se libérer du stress de la bataille. Rose avoue à Licht qu'elle a l'intention d'utiliser quelques-uns de ses jours de congé pour rentrer chez elle et rendre visite à ses bons vieux parents. Oui, Rose a dit « à la maison », ce qui n'est pas le genre de mot que l'on attend d'elle. En parlant d'attente, seront-elles toujours, vous savez, en vie après un siècle complet? Apparemment oui, car 100 ans, c'est peu pour un vampire. Ils devraient toujours être là, si rien d'important n'était venu les balayer dans le vent du temps. Mais Rosé fait aussi une demande inattendue à Leia. Pourrait-il l'accompagner pour leur rendre visite? Ah, je vois. Pour la résurrection, au cas où quelque chose aurait mal tourné. De plus, elle voulait le leur présenter comme son sauveur. Ce doit être une tradition au Japon. Il accepte, mais craint que le tombeau soit un spectacle qu'il ne souhaite pas voir. Quelque chose d'horrible ou de peu gracieux. Non, femme, ils sont calmes. Ils sont accueillants et gentils avec ceux qui les aident et considèrent que tout ami de leur fille est leur propre ami. Dorothy et lui s'en sortiraient bien. Oui, elle emmène aussi le nécromancien. Ils partiront le lendemain matin, le temps de prendre un peu de repos mérité pour ce long voyage. Le groupe commence à se changer les idées en discutant un peu. Dorothy commence par parler du passé de Rosé. Il semble qu'elle ait été une grande pleureuse dans son enfance, alors que Dorothy était tout le contraire. Son professeur la faisait pleurer tous les jours, mais cela lui a appris à être forte. Elle doit avoir un estomac de fer pour faire face à la quantité de morts vivants que lui confère son titre de nécromancienne légendaire. Mais l'histoire de sa mort était un pur mensonge. Elle a été assassinée par 5 personnes dans un lit et non par une bête. Rosé change de sujet et parle de ses animaux préférés. Les siens sont des chiens, les plus gentils garçons et filles du règne animal. Attendez, quelqu'un est en train de jouer avec l'air conditionné? Oh, bien sûr. D'une certaine manière, Rosé est comme un chien, car elle est loyale et adore les compliments de son maître Arya. Dorothy est comme un chat, ce que je peux tout à fait comprendre. Enfin, nous arrivons à la maison familiale de Rosé. Waouh, cette fille a des parents riches. Rosé est-elle vraiment une femme respectable? Question subsidiaire, quelle citrouille porte des vêtements aussi chics que les siens? Elle pousse les portes et entre comme si l'endroit lui appartenait, ce qui est tout à fait le cas. Rosé est accueillie chaleureusement par les servantes qui annoncent sa présence à tout le monde. Elle demande à être emmenée chez ses parents, vœu exaucé. Dorothy et Licht se font toutefois remarquer. Ils sont immédiatement escortés dans la pièce, et l'on devine tout de suite que le père est du genre excentrique, tandis que la mère est à l'origine de sa belle apparence. Après l'avoir embrassé et aimé, le père a demandé au cuisinier de préparer tous ses plats préférés pour lui souhaiter la bienvenue à la maison. Présente Licht et Dorothy comme ses compagnes, ce que les parents prennent pour quelque chose de tout à fait anormal. Les deux figurants se demandent s'ils doivent faire quelque chose pour aider, jusqu'à ce que le père demande à Licht de se présenter. L'homme s'appelle Arius, et la femme est son épouse, Camilla. Oh, ah ah. Il demande à Rosé comment elle travaille normalement et espère qu'elle ne cause pas d'ennui, qu'elle n'embarrasse pas sa fille comme tous les parents le font au moins une fois dans leur vie. Elle est en quelque sorte l'esclave d'Arya, mais Licht choisit ses mots avec soin et la dépeint sous un jour bien meilleur qu'il ne l'aurait imaginé. Il pose ensuite la question à $1 million de savoir pourquoi elle n'est pas rentrée chez elle depuis 100 ans. Difficile de revenir quand on est mort, n'est-ce pas? Ils ne mordent pas à l'hameçon, car elle est assise devant eux, bien vivante.
Leur père prend quelques instants pour réfléchir aux informations qu'il vient de recevoir. Il en vient immédiatement à la conclusion que l'assassin de Rosé connaîtra une mort douloureuse, mais Licht devra aussi être récompensé pour cela. Il aurait besoin de plus de temps pour y réfléchir. Pour l'instant, ils doivent profiter du repas qui leur est offert. Arius emmène Licht à l'écart du groupe, dans un bureau privé. Il explique qu'il a été complètement déconcerté d'apprendre l'histoire de sa fille et la façon dont il a ressuscité le grand seigneur démon Arya. Licht pose alors une question intéressante. Comment Rosé et Arya se sont-elles rencontrées? Vampires et démons ne font pas bon ménage, si l'on en croit son intuition. Il leur a sauvé la vie lorsqu'un groupe de chasseurs de vampires les a encerclés, prêts à tuer les deux parents et leur petite fille, parce qu'ils étaient des parasites suceurs de sang. Ils ont fait de leur mieux pour protéger leur bébé, mais les chasseurs l'ont ciblé en particulier. S'ils parvenaient à l'éliminer, les parents deviendraient furieux, ce qui rendrait les actions facilement prévisibles. C'est alors qu'Arya est arrivée. Elle n'a visé que les chasseurs et a éliminé tout le monde sauf leur famille, les sauvant ainsi. Tout s'est terminé en quelques instants. Peu importe que les démons et les vampires soient des ennemis jurés. Du moins, pour Rosé, cela n'avait pas d'importance. On comprend mieux pourquoi elle s'est dévouée à Arya. Et le câlin et l'affection qu'elle a reçus du seigneur des démons après la bataille contre Garga. C'est alors que surgit la question qui taraude Arius. Pourquoi un humain comme lui a-t-il ressuscité l'ennemi mortel de sa race? Licht se fige une seconde avant d'avouer « Je veux me venger des humains ». Il ne l'a pas encore dit à Arya, mais c'est son but ultime. Il n'y a rien que personne ne puisse faire ou dire pour l'empêcher de réaliser une telle chose. Le vieil homme est reconnaissant qu'aucun secret ne soit gardé, et s'apprête à dire quelque chose quand, derrière eux, une voix demande « Père, de quoi parlez-vous avec Licht ?» Rose en chemise de nuit? Eh bien, n'est-elle pas adorable? Et attendez une seconde, bonne nuit? Les vampires ne... Bon, d'accord. Dorothy le rattrape plus tard alors qu'il se promène dans le château des vampires, ayant marché un peu trop vite pour qu'elle puisse le suivre. Il se demande s'il est normal de marcher sur un tapis aussi fin et de le salir. Mais comme le fait remarquer Licht, s'ils commencent à s'inquiéter de chaque petit détail, ils finiront par s'en mordre les doigts. Tous deux sont à la recherche de la bibliothèque que Rose avait mentionnée comme étant celle de sa famille dans le château, et derrière lui, la voix douce d'une servante qui lui demande s'il a besoin d'un service. D'accord, c'est probablement une mauvaise façon de le dire, mais merci à l'auteur. La dame les guide à travers les couloirs jusqu'à la bibliothèque qu'ils recherchent, car elle n'est pas très éloignée d'eux. L'endroit est, comme vous l'imaginez, rempli de livres du sol au plafond, celui qui retient l'attention de la dame. L'œil est très richement décoré, en peau de dragon, avec une pierre précieuse géante incrustée en son centre. Pendant que Dorothy joue avec ses pages, il regarde l'album photo de l'enfance de Rosé. Il était si mignon à l'époque. Il l'est toujours. La conversation se poursuit sur le fait qu'elle était adorable dans son enfance et qu'elle manquait à la bonne, car tout le monde se précipitait vers elle si elle s'égratignait un genou. Puis la femme de chambre demande une requête égoïste, une demande pour documenter Rosé pendant qu'elle travaille dans la dystopie. Pendant ce temps, Dorothy a parcouru les livres plus vite que les mêmes ne vivent et ne meurent, ce qui n'est pas peu dire. Elle teste ensuite un sort sur lui sans sa permission, de manière impolie, et lui restreint les jambes avec de longs bras en nouilles depuis le sol. Il y a plein d'autres sorts dans ce livre, mais celui qui l'intéresse nécessite un cadavre. Non pas qu'ils en aient besoin quand la résurrection existe. Le lendemain, Rosé essaie de réveiller Licht, car il est déjà midi et il dormirait probablement toute la journée si on le laissait faire. Alors pourquoi ne pas le laisser faire? Comme il n'y a rien à faire, elle se penche sur lui et lui transperce le bras de ses crocs dans une mini-morsure. Je suppose qu'on peut dire qu'elle est, vous savez quoi? Peu importe. James m'a présenté l'erreur de cette blague. Tout devient soudain très animé lorsque des intrus parviennent à s'introduire dans la maison après qu'une femme de chambre a annoncé la nouvelle à tout le monde avant le petit déjeuner. Alors que les trois se lèvent d'un bond, tous sauf Rose en tenue normale, ils apprennent que toutes les servantes sont déjà parties à la recherche de ces prétendus chasseurs de vampires. Il y en a 3 au total. Il s'agit donc d'un combat à 1 contre 1. Licht s'arrête un instant pour réfléchir, puis dit finalement à Dorothy et Rose qu'elles doivent elles aussi se joindre à la mêlée. Les filles acquiescent et nos 3 héros sortent en courant de la porte. Un vampire, un nécromancien et un humain qui refuse de mourir grâce à sa magie. 2 hommes se tiennent dans un coin, l'un surveillant la moindre manifestation d'une menace pesante. Alf, comme on l'appelle, se fait demander par un autre homme masqué si c'est vraiment une bonne idée, mais ils ne peuvent pas se lever et partir après avoir reçu des récompenses aussi folles pour avoir nettoyé cet endroit. La fille demande à Monsieur Masque s'il va se dégonfler dans un moment pareil, car c'est pathétique. Non, la seule chose pathétique ici, madame, c'est votre sens inexistant de l'autopréservation. C'est très différent de l'image qu'ils avaient vue sur le sujet. Il admet qu'ils ont raison et le groupe raconte leur plan, blanchir les 2 vampires. A déclaré vivre ici, le bon vieux principe de l'encerclement et de la conquête. Mais après que le groupe s'est mis d'accord et s'est séparé, Alf l'intrus est repéré par l'une des servantes alors qu'il essaie d'épier un coin, tandis que Lynn et Masque sont ailleurs. Il lui plante un couteau dans le dos, l'avertissant que tout autre bruit la ferait tuer. Et si vous blessez l'une des servantes ici, vous serez tué. Elle ne tient pas compte de son avertissement et crie à haute voix pour Dorothy, ce qui lui vaut d'être poignardée à travers l'aisselle. Corrigez-moi si je me trompe, mais à part la perte de sang, je ne pense pas que ce soit fatal. Cela devrait seulement la faire crier davantage. Mais bien sûr, elle est morte sur le coup, et Dorothy le tient maintenant sous l'emprise du sort de bras nouilles qu'elle pratiquait la veille. Il réussit à se libérer, et le gars essaie d'être cool avec. Enfin, tu te montres, vampire? Le dernier mot est coupé par la confusion lorsqu'il voit son visage.
Elle est humaine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Bon, d'accord, les mains dans le dos et à genoux. Sa vie serait épargnée si elle faisait ces choses. Au lieu de cela, un esprit est invoqué comme le dit Dorothy. Qu'avons-nous là? Esquivant la lame de son couteau, le type réussit à lui donner un coup de pied sournois dans l'abdomen. Dorothy refuse toujours d'abandonner. Elle réussit à donner un coup de pied au... Lors de l'attaque suivante, elle lui arrache la lame de la main après l'avoir refusé, mais elle se fait prendre la gorge pour tout le mal qu'elle s'est donné. Le cadavre de la servante lui transperce alors la gorge avec sa propre lame. Dorothy s'assoit sur le sol froid pour reprendre son souffle et se demande comment vont les autres. Malheureusement, Lynn a éliminé coup sur coup 3 des servantes vampires et s'apprête à écraser la 4e, effrayée, qui refuse de céder et de dire où se trouvent ses maîtres. Après en avoir eu assez, la femme détaille ce qu'elle va faire au pauvre vampire et lève son épée comme la sociopathe qu'elle est. Cela fait 4. Lorsque Licht apparaît sur les lieux, qu'il voit la pile de cadavres et qu'il admet que les humains sont aussi cruels que les démons. Carrément. Quand l'ignoble Lynn se lève pour faire face à Licht, confus et ne sachant pas pourquoi il y avait un humain dans le château vampirique qu'ils avaient été chargés de vider, le gamin lui pose la question. Que faisait-elle ici? Et pourquoi toutes les servantes derrière elle étaient-elles mortes? La réponse est simple. L'argent. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Grâce au pouvoir de la résurrection, les 4 filles qui se trouvaient derrière elle ressuscitent de leur plein gré. Pendant que Lynn parle, elle crie pour demander si Licht va bien. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il va bien. En regardant derrière elle toutes les choses qu'elle vient de tuer, Lynn éprouve un étrange sentiment d'effroi lorsque Lix leur dit de s'enfuir pour l'instant. Dépêchez-vous de vous rendre là où se trouvaient Rose et Dorothy. C'était donc vrai. Il s'agit d'un combat à 1 contre 1. Il souhaite à Lix la chance de la déesse et s'enfuit. Lien se tourne vers lui avec un rictus cruel tout en brandissant sa lame en position de combat. Plutôt courageux de sa part. Oui, c'est vrai. Ou peut-être était-ce parce qu'il n'avait jamais voulu voir ses filles se faire tuer. Qui sait? Il n'y a que vous deux, mon pote. Mais maintenant, il est temps de répondre à la question de Lina. Pourquoi était-il un humain ici? De plus, pourquoi s'allie-t-il avec les vampires? C'est un délit passible de trahison. Levant sa lame pour se défendre, leur protagoniste transpire lorsque la femme vicieuse charge. En brandissant son épée, elle admet qu'il n'est pas mauvais et qu'il a quelques bons mouvements. S'il était resté dans le royaume humain, il aurait gagné beaucoup de temps. Non, il aurait été brûlé à mort 1 millier de fois en essayant de le faire rôtir comme les sorcières de Salem, en supposant qu'ils aient été assez intelligents pour se rendre compte qu'il n'était pas mort. Lix accepte le compliment, mais elle se rend compte qu'il n'est pas mort, ne pas avoir d'endroit où aller à la fin. Dans ce cas, elle lui en donnerait un, l'au-delà. Non, oui, elle le tue définitivement en lui plantant un couteau dans le cœur et en lui arrachant les organes internes, mais il ne reste pas mort. Lien se fait raser le bras pour ses efforts. Elle ne pourra pas lui tenir tête s'il peut faire comme Undertale et revenir sans cesse. Il doit y avoir un moyen de le tuer. Traitant Licht de monstre, elle reprend l'offensive et le tue à nouveau. Et encore, et encore, et encore. Se rendant finalement compte que Licht est en train de réaliser l'impossible, elle le tue une fois de plus et s'empresse de partir, tout en mentionnant qu'il y en a d'autres comme elle. Il revient avec la voix la plus effrayante qui soit, en disant « Alors, vous êtes 2 de plus, hein ?» En essayant de s'enfuir, nous passons à l'as du groupe, en nous faufilant derrière les piliers. Son instinct lui dit que quelque chose ne tourne pas rond. Bien vu, mon pote. Il n'aurait dû venir ici qu'après avoir réfléchi un peu plus longtemps. D'abord, pourquoi aucun ennemi ne s'est présenté à lui jusqu'à présent? Parce que les vampires n'ont pas l'intelligence d'attirer les gens? Ou alors non, vu la taille de cet endroit, ils sont peut-être plus malins qu'ils ne le pensent. C'est vrai, il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires, sous peine de se faire griller. Ou dans son cas, il se faufilera dans un château privé et rencontrera l'héritière revenue pour les vacances. Fais tes prières maintenant, fiston, parce que tu n'en sortiras pas vivant. Elle le remercie d'avoir attaqué l'une de ses chauves-souris pour qu'elle sache immédiatement où il se trouve, car il est apparu à partir d'un essaim qui s'est rassemblé pour former une personne. Il remarque que Rose est un vampire pour le moins intéressant, et il lui demande même si elle est une enfant. Oh, mauvais coup. Ignorant sa tentative d'exaspération, Rose demande si le couteau avec lequel il a poignardé la pauvre chauve-souris était enduit de poison, car elle ressent une désagréable sensation de piqûre, enfouie quelque part dans son corps. Oui, c'est le cas. Ouf, c'est un grand soulagement, car pendant 1 seconde, elle a cru que quelque chose n'allait pas dans son corps. Certes, au moins, la quantité de poison était minuscule, et il était vraiment faible comparé à ce qu'un professionnel lui aurait lancé. Grossier. Rejeter ce style de combat. Ensuite, pour répondre à sa deuxième question, les vaincre empêcherait-il les chasseurs de se rassembler au château pour s'attaquer à ses parents? Eh bien, non. Ils seraient simplement considérés comme une menace dangereuse. Typique de l'humanité. Mais ce n'est pas comme si cela avait beaucoup d'importance puisqu'elle était sur le point de tomber raide morte. Et la défaite pendant qu'ils sont ici. De grands mots. Mais où est le mordant pour l'aboiement, mon gars? Elle n'a aucune ouverture et Rose aimerait rencontrer Dorothy et Licht rapidement. Alors s'il pouvait se dépêcher. Mask dit que ce serait une perte de temps. Pourquoi? Parce que tes amis les ont trouvés? C'est vrai, mon pote, ils ne sont pas dans tes cordes. Essayant de profiter de l'esprit adolescent de Rose, ils se vantent que leurs coéquipiers ont déjà capturé les 2 hommes. Elle n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou non et ne peut pas reconnaître un bluff pour sauver sa vie. Parvenant à s'approcher rapidement, Rose mord le bras du gars et fait son truc de vampire. Je déteste les aiguilles, enlevez ça de mon écran s'il vous plaît. Il lui fait faire demi-tour pour aller voir ses amis. Mais Rose s'envole avant qu'il ne puisse la poignarder dans le dos. Au lieu de s'inquiéter pour lui,
Elle lui dit de rester là et de mourir. Ce qui fait que le gars se poignarde lui-même avec sa propre épée. Hey. Il retrouve Licht sain et sauf et ensemble, ils s'envolent à la recherche de Dorothy, alors que la fille qui l'a combattue, Lynn, s'est enfuie pendant la bataille. Dorothy est assise sur le sol, avec des marques rouges autour du cou et une robe tachée de sang. Licht ressuscite la servante et tout le monde est sauvé pour le moment. Mais alors que Dorothy s'apprête à envoyer ses esprits à la poursuite de l'évadé, une présence imposante et terrifiante envahit le château. Une intention meurtrière envahit le château que Rose semble reconnaître comme étant son père. Ce dernier avait effrayé Dorothy par l'éclat de sa soif de sang et la pauvre fille s'était mise à pleurer. Plus tard, après les faits, nous apprenons qu'il est tombé sur le chasseur de vampires et qu'il a fait son truc de vampire. C'est ce qu'ils ont tous vécu. Les parents se débarrassent de lui en le rabaissant par des commentaires sur son inutilité. Mais Dorothy et lui laissent la famille seule un moment, car c'est le dernier jour de Rose, et ils veulent qu'elle passe du temps avec ses vieux parents. C'est alors que son père lui fait le coup de la lèche qui semble te convenir, et lui dit que le garçon a peut-être aussi des sentiments pour elle. L'horloge sonne alors, et il est temps pour les trois de rentrer chez eux, dans la dystopie qui les attend. Se promettant de revenir voir ses parents un jour, Rose s'enfuit pour rejoindre ses amis derrière la porte. Arrivées à la maison sans incident, les deux filles disent au revoir à Licta tandis que tout le monde retourne à son poste. Le garçon se rend d'abord dans sa chambre. La toute petite Ferris est en chemise de nuit et a pris la liberté de faire le ménage. Son appartement pendant qu'il n'était pas là. Elle aurait dû nettoyer sa chambre avant la sienne, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Comment s'est passé son jour de congé, Nano? Désolé, il fallait bien que je fasse la bizarrerie du discours au moins une fois, c'est mignon. Il s'est bien amusé, il a rencontré les parents de Rose, et ici, à Dystopia, il ne s'est rien passé d'important. Pourquoi était-il si triste? Je me demande qui a eu le vrai jour de congé ici. D'ailleurs, Arya était venue le chercher ces derniers temps. Pourquoi cherchait-elle quelqu'un pendant son jour de congé? Il ferait mieux de ne pas faire attendre le patron. Ils partent à sa recherche à travers la dystopie. Au moins, Arya ne semble pas être de mauvaise humeur. Cependant, avant que Faris ne puisse finir sa deuxième phrase, le Seigneur Démon se pointe derrière eux et vérifie qu'il est bien en forme. Spoiler, Faris avait vu juste, il est différent, plus triste en quelque sorte. Arya ne s'y trompe pas et l'écarte pour l'instant. Le problème avec Licht est évident. La blessure causée par la trahison de l'humanité est encore douloureuse. Il réfléchit à la façon dont ses compétences sont acceptées ici, alors qu'elles ne l'étaient pas dans son propre peuple. Faris et Arya arrivent à nouveau pour lui dire qu'il y a un travail pour lui. Byrne, la reine des Kid Snakes, a demandé des gardes du corps à Dystopia, car ses compétences se sont améliorées. Un assassin en veut à sa vie. Arya ne peut confier cela à personne d'autre, car il n'y a personne pour la ramener d'entre les morts, dans le pire des cas. Passant outre de nombreux dialogues sur leur arrivée, des choses que nous n'avons pas le temps de couvrir et qui ne sont pas des détails importants, Byrne prévient sa petite servante à ne pas être impoli avec ces gens, car ils sont grands et puissants, des amis plutôt pointillés. Licht et Arya arrivent et Byrne ordonne que ces personnes soient escortées jusqu'à elle immédiatement. Ils le sont, et nous voyons ensuite Arya dans sa nouvelle et jolie tenue qui n'a certainement pas été assassinée. Non, le sang qui l'a recouverte tout à l'heure n'était qu'une sorte de... Vous savez quoi? Mieux vaut ne pas y penser. Quoi qu'il en soit, Byrne avait vu son sinistre avenir non pas à travers des branches d'information, mais à travers la voyance. Vous avez donc fait venir le plus puissant seigneur démon du monde connu pour vous protéger juste à cause d'une vision? Arya n'y croit pas plus que moi. Licht, lui, est un peu plus éduqué dans le domaine des kitsune, et sait que certains d'entre eux ont la capacité de définir l'avenir de leur vie. Il en parle à sa patronne. Arya se contente de soupirer et est obligée de concéder l'élaboration d'un plan de match. Elle met tout en œuvre, et sur son ordre, Byrne est confiné. Dans cette pièce et dans cette pièce seulement. Arya ne se soucie pas d'être tuée. Licht est là, mais manifestement les humains ne voient pas qu'elle va être tuée. Fair play. Le problème de la gestion du royaume est résolu. Anna est la messagère personnelle de sa majesté royale vers le monde extérieur. Et Licht est chargé de la surveiller à chaque instant, à l'exception des déplacements évidents aux toilettes. À ce stade, il ne leur reste plus qu'à attendre, et Arya décide qu'une sieste s'impose. Byrne finit d'expliquer sa situation à une Anna plutôt désemparée et effrayée derrière la porte, et pourquoi personne n'est autorisé à entrer dans les appartements de la reine pour le moment. La jeune fille comprend courageusement, bien que craintivement, et demande si sa seigneurie s'en sortira vraiment dans cette situation. Oui, elle va juste se reposer quelques jours, et si quelque chose devait arriver, Anna en serait immédiatement informée par la porte, si ce n'est par des mots, du moins par des cris. Après tout, Anna est la seule personne en qui elle peut vraiment avoir confiance en ce moment, en dehors des deux personnes assises derrière elle. Arya et Licht semblent tous deux quelque peu mécontents. Arya demande effrontément si c'est vraiment une bonne idée de faire confiance à une petite fille aussi peu loquace, car son instinct lui dit que l'enfant peut se dégonfler à tout moment. Mais Byrne lui assure qu'Anna est une bonne petite bête, qui peut faire ce qu'il faut le moment venu. Il est tout de même étonnant que Byrne puisse rester enfermé pendant 3 jours sans que le royaume ne soit trop sollicité. Ils lui font un peu trop confiance, semble-t-il. Ce n'est pas comme si Byrne ne pouvait pas leur parler à travers la porte en tissu. C'est beaucoup plus facile pour eux, puisqu'ils n'ont pas à faire face à des regards indiscrets à chaque coin de rue comme ici. Il est aussi évident que les nobles et autres politiciens ont fort à faire avec la crise des aventuriers. Arya, en démone paresseuse qu'elle est, choisit de retourner au lit pour l'instant, puisqu'il n'y avait pas grand chose à faire à part utiliser un jeu de cartes, ce qui deviendrait vite ennuyeux. Byrne et Licht ne savent pas trop quoi faire d'eux-mêmes, alors la reine commence à faire remarquer à quel point la résurrection est étonnante. Et je ne peux qu'être d'accord.
Bien que le fait de ne pas pouvoir mourir doive s'accompagner de ses propres réserves, je me demande ce qui se passera lorsque Licht mourra de vieillesse. Le sort le ressuscite-t-il? Byrne a également ses propres questions. Par exemple, combien de temps après la mort les gens peuvent-ils être ramenés à la vie grâce à ce sort? Si l'on en croit Arya, au moins 100 ans. Il n'y a pas de limite d'utilisation non plus. Je suppose qu'il y a une raison pour laquelle ils appellent ça une compétence de triche. Le seul bémol est qu'il ne semble pas pouvoir empêcher les gens de FR. Il faut qu'il soit dans le même espace qu'eux, comme il le sait, et il n'a jamais vraiment testé la limite de distance. Je me demande si cela fonctionnera aussi sur les esprits de Dorothy. Probablement pas. Alors que les étoiles commencent à remplir le ciel, Byrne n'avait pas réalisé à quel point ils avaient parlé et passé du temps ensemble. Mais Lick Dinner semblait s'être amusé à discuter de la sémantique de l'orthographe dans la pièce intérieure que nous n'avons pas vue. Mais la reine est un peu nerveuse en ce moment, car c'est généralement à ce moment de la nuit qu'elle prend un bon bain chaud à l'extérieur de sa chambre. Les ordres d'Arya étaient clairs, cependant, personne n'entre ou ne sort avant que la date limite, sans jeu de mots, ne soit passée. Sans jeu de mots, soit passée. Licht tente doucement de réveiller sa patronne de ses rêves probablement terrifiants de meurtre de masse et de gore joyeux. Licht a failli se faire arracher le bras par ses grosses mâchoires, et a reculé juste à temps pour lui éviter une mort et une résurrection douloureuse. Ce désordre n'aurait pas été amusant à expliquer au nettoyeur après 3 jours. Ouvrant une porte cachée pour révéler un bain public à l'abri des regards, Arya entre immédiatement et jette ses vêtements sur le côté. Ne vous inquiétez pas, Licht a rejeté leur offre en remettant à plus tard l'idée de se baigner ensemble. Mon garçon a des manières. Sautant à travers un grand nombre de dialogues de remplissage, l'assassin qui attend à l'extérieur fait claquer sa langue en signe d'agacement. Tu n'auras pas la vie facile ce soir mon pote, car elle n'est pas seule, et cette fille est la chose la plus terrifiante que tu puisses voir. Il ne sait pas où se trouve la reine, et n'aperçoit Licht que par l'entrebâillement de la fenêtre ouverte. Sa seigneurie n'est même plus apparue depuis un certain temps. Il tire sur Licht avec la fléchette empoisonnée, et après être mort, le gars se relève comme si de rien n'était, pensant qu'il s'était endormi, ou quelque chose comme ça. Arya et Byrne sortent rapidement du bain, et on demande à Licht s'il s'est passé quelque chose d'étrange. Maintenant que vous le dites, oui. Arya demande si les maladies dont il souffre disparaîtront avec la résurrection, et en théorie, c'est le cas. Parfait, maintenant serrez les dents, ordonne-t-elle en brandissant un poing en guise de préparation. Toujours la sucette meurtrière à la gâchette facile que nous connaissons et aimons. J'espère que ce ne sera pas trop. Je vois certains d'entre vous dans les commentaires. Lorsque Byrne s'interpose et sépare les deux, Arya remarque que la fenêtre est légèrement ouverte. Mauvaise nouvelle pour sa compétence, la manipulation spatiale, qui ne peut être activée que dans des espaces clos et qui ralentit le temps au point qu'elle se retrouve dans une position extrêmement avantageuse. Oh, c'est donc bien ce que je pensais, c'est une faiblesse assez flagrante. De la bonté, c'est bien que l'auteur en ait inclus un. Quoi qu'il en soit, tous les trois devraient probablement dormir un peu avant demain, car ils devraient encore être sur leur garde. Arya attrape la queue d'un fox en peluche et l'utilise comme oreiller, tombant déjà dans le pays des merveilles, et Licht s'endort sur le canapé. Le lendemain matin, Byrne offre du café et la seigneuresse démoniaque se lève, sans utiliser ses dents cette fois, en s'étirant et en ayant une queue touffue. Elle s'assure que Licht se sent mieux après les péripéties d'hier où il s'est endormi au travail, puis aperçoit quelque chose d'inhabituel, à l'extérieur. Un mec très loin en dessous d'eux, caché dans l'ombre d'un bâtiment, qui les observe. Elle ouvre la fenêtre, ce qui fait sursauter le type qu'elle observe. Une réaction certainement suspecte. La saison de la chasse est ouverte, mesdames et messieurs, allons-y.